Kilian Jornet. Son nom est synonyme de légende dans le monde du trail. On le voit comme l'un des plus grands de tous les temps, mais concrètement, comment s'entraîne-t-il ? Aujourd'hui, on va décortiquer son plan pour 2026 et vous allez voir que son approche est bien plus subtile que de simplement accumuler des kilomètres. La question de fond, c'est bien ça. Quelle est la méthode derrière le mythe ? Eh bien, la réponse risque de bousculer pas mal d'idées reçues sur ce que signifie s'entraîner au plus haut niveau. Bon alors, entrons dans le vif du sujet. Ce graphique, c'est la clé de voûte de toute sa philosophie. Regardez bien, 77% de son entraînement se fait à faible intensité. C'est énorme. C'est la base massive de sa pyramide. Et le travail vraiment dur, à haute intensité, ne représente que la toute petite pointe de 3%. Mais alors, pourquoi cette répartition ? Pourquoi si peu d'intensité ? En fait, tout repose sur 7 principes fondamentaux. Ce sont les règles du jeu, qui guident absolument chacune de ses décisions et qui structurent toute son approche. Allons voir ça de plus près. Le premier principe, en fait, c'est simplement de donner un nom à ce qu'on vient de voir. La pyramide d'intensité. Ce n'est pas une option pour lui, c'est le fondement. Cette base gigantesque d'efforts faciles, c'est ce qui lui permet de tenir la charge, d'être performant sur la durée et surtout de rester en bonne santé. Deuxième principe, l'entraînement croisé, intelligent. Pour éviter de s'user physiquement et mentalement, Kilian adapte son sport principal à la saison. L'hiver, c'est quasiment 80% de ski alpinisme pour construire le foncier. Et l'été, le trail prend le dessus, bien sûr, mais le vélo de route reste là pour ajouter du volume sans les chocs. Maintenant, un truc vraiment fascinant, c'est le troisième principe, l'intégration de l'altitude. Il passe jusqu'à 200 heures par an à s'entraîner à plus de 4000 mètres. Cette exposition quasi permanente à un environnement pauvre en oxygène lui donne une adaptation physiologique qui est juste hors norme. Oubliez les heures passées à la salle de sport. Le principe numéro 4, c'est le renforcement minimaliste. C'est hyper ciblé. 2 petites séances par semaine, 20 à 30 minutes, avec juste une poignée d'exercices clés. L'objectif, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité avec des charges lourdes pour une efficacité maximale. Les principes 5 et 6 nous montrent que l'entraînement, pour lui, c'est aussi un vrai laboratoire. Il n'hésite pas à simuler les conditions de course, comme la chaleur extrême, et il se sert de ses sorties les plus longues pour tester et peaufiner sa stratégie de nutrition. Il va même jusqu'à pratiquer le jeûne pour optimiser ses adaptations métaboliques. Et pour finir, le 7e principe. C'est là où on voit l'équilibre parfait entre l'art et la science. D'un côté, il a une écoute très fine de son corps, une approche très intuitive. Mais de l'autre, cette intuition est constamment vérifiée et guidée par des données très précises pour ne jamais tomber dans le surmenage. Ok, maintenant qu'on a vu le pourquoi, passons au comment. Comment tous ces principes s'articulent concrètement sur une année entière ? En fait, sa saison est découpée en 4 grands blocs de travail bien distincts. Voilà une vue d'ensemble de son année 2026. Ça commence par une très longue phase de fondation aérobie pendant tout l'hiver, qui est suivie par une transition au printemps, ensuite un bloc de travail spécifique pour préparer les compétitions de l'été, et enfin une phase de récupération absolument essentielle en automne. Pour qu'on se rende bien compte de l'ampleur du premier bloc, ce chiffre parle de lui-même. Pendant sa base hivernale en ski alpinisme, il cumule jusqu'à 300 000 mètres de dénivelé positif. C'est un volume absolument colossal, mais qui est fait, on le rappelle, quasi entièrement à basse intensité. Dans le deuxième bloc, celui de la transition, on voit que ça bouge un peu. La base aérobie reste massive, toujours 77%. Mais l'intensité commence à faire son apparition et de manière très contrôlée. Le travail en zone 3, au seuil, et un peu de travail plus intense en zone 4 et 5 commence à être intégré. Le troisième bloc, c'est celui où on va chercher le pic de forme. Les volumes peuvent monter jusqu'à 200 km par semaine avant une course importante. Et le quatrième bloc, qui est tout aussi crucial, c'est le moment où on coupe drastiquement la charge pour récupérer, physiquement mais aussi mentalement, et pour bien assimiler tous les gains de la saison. Parfait. Maintenant, passons du plan annuel à une échelle beaucoup plus concrète. Pour bien comprendre, regardons à quoi ressemble une semaine type pendant sa grosse période de préparation en été. On voit bien la structure. Le lundi et le vendredi sont clairement des journées de récupération active. Le mardi et le jeudi, ce sont les 2 grosses séances de qualité de la semaine, les moments où on travaille dur. Le mercredi et le samedi sont réservés aux sorties longues en montagne, avec le samedi une vraie simulation de course. Et le dimanche, c'est une sortie plus plaisir pour le social. Alors, qu'est-ce qu'on peut retirer de tout ça pour soi-même ? L'idée, ce n'est surtout pas de copier son programme, mais de comprendre la philosophie derrière. Et pour ça, le mieux, c'est peut-être de regarder les 5 erreurs à ne surtout pas faire. L'erreur numéro 1, et c'est vraiment la plus critique, ce serait de vouloir sauter la phase de base. Cette longue période de travail à basse intensité, c'est la pierre angulaire de tout son système.
Sans ça, le risque de blessure ou de burn-out est quasi une certitude. Deuxième erreur à éviter absolument, essayer de copier son volume d'entraînement. Ces 20 ou 30 heures par semaine sont le résultat de plus d'une décennie de pratique. La progression doit être patiente, graduelle et toujours adaptée à son propre parcours. La troisième erreur, c'est de sous-estimer la récupération. On se souvient du graphique du début, la plus grande partie de son temps, il s'entraîne facile. C'est cette récupération qui permet au corps de s'adapter et de devenir plus fort après les séances difficiles. C'est là que la magie opère. Et enfin, les deux dernières erreurs qui sont très liées. La quatrième, c'est d'oublier son propre contexte. L'entraînement doit s'intégrer de manière saine dans une vie, avec ses contraintes. Et la cinquième, c'est de s'entraîner sans intention claire. Le pourquoi on fait une séance est toujours plus important que le quoi. On arrive au point central de toute cette analyse. Le vrai secret de la méthode Jornet, ce n'est pas de reproduire à la lettre ces semaines d'entraînement, c'est de comprendre ces grands principes et de savoir les adapter à sa propre réalité, à son propre niveau. Et ça nous amène à une question finale pour la réflexion. Parmi tous ces principes qu'on a vus, la pyramide d'intensité, le cross-training, la récupération, l'intention, lequel, selon vous, pourrait avoir le plus gros impact et transformer le plus profondément votre propre manière de vous entraîner ?